situation il y a quelques années au moment du Covid. Et ça a attiré des investissements, des investissements massifs qui ont été accueillis par les patrons et patronnes du jeu vidéo, en fait sans aucune réflexion, sans aucun plan. Et donc là, quelques années plus tard, on se retrouve avec en fait des choses qui ont été montées un peu n'importe comment, qui s'écroulent à travers l'industrie dans le monde. Oui, on a assisté à beaucoup de rachats de studios par de grands groupes, donc ça provoque des difficultés. Ouais. Oui, c'est des rachats. En fait, il y a eu beaucoup de rachats, de consolidation dans des groupes, des studios qui ont énormément grossi, des studios qui ont commencé à mettre en production plein de jeux, sans que ce soit planifié à plus de 2 ou 3 ans. Sans que les studios sachent ce qu'ils allaient faire, enfin sans qu'il y ait plan par exemple de qu'est-ce qu'on va faire si un jeu marche pas ou s'il y a plus d'investissement au bout de plusieurs années. Et donc en fait là c'est un peu la panique dans des directions de studios sur quoi faire maintenant que justement on se retrouve. Vous avez des exemples précis par exemple pour qu'on comprenne mieux cette situation? On a les plus connus récemment. Il y a Ubisoft qui procède à des plans de licenciement déguisés en revenant sur des droits acquis au niveau du télétravail. Oui, parce qu'il était question à Ubisoft que c'était 3 jours de télétravail par semaine, 2 jours de présentiel. Or maintenant ça va être l'inverse, en tout cas la direction veut que ce soit l'inverse, ce qui a provoqué le mécontentement des salariés, un mouvement de grève ces derniers jours. Exactement. Et au syndicat des travailleurs du jeu vidéo, on l'interprète vraiment comme un plan de licenciement déguisé, parce que c'est la seule explication rationnelle à ce changement de politique d'entreprise, puisqu'on a pu le voir justement sur les dernières années, notamment le télétravail n'a pas d'impact réel sur les productions de jeux vidéo. Les jeux sont pas plus en retard qu'ils l'étaient avant, ils sont pas de moins bonne qualité qu'ils l'étaient avant, le télétravail n'a pas d'impact négatif en tout cas. Mais c'est fréquent le télétravail dans le secteur du jeu vidéo? Oui, très. On a beaucoup d'entreprises qui ont entre un quart et un tiers des travailleurs en télétravail complet. Ce qu'on appelle le travail hybride, donc avec des jours de télétravail et des jours sur place chaque semaine. C'est extrêmement répandu. Je ne saurais même pas donner d'exemple actuellement de studio qui ne le fait pas. Ouais, on l'entend avec vous, on comprend même, il y a un malaise dans le secteur du jeu vidéo. Les salariés d'Ubisoft, on le disait, ils étaient en grève. Il y a un mal-être des salariés? Oui, on constate beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir de l'industrie, sur l'avenir des emplois, et aussi et surtout en fait énormément de colère, une vive colère chez les travailleurs du jeu vidéo, qui ont l'impression de payer des années de décisions stupides du patronat du secteur. On se pose vraiment des questions sur d'où viennent les décisions, pourquoi elles sont prises, est-ce qu'elles ont même du sens. C'est assez incompréhensible. Et ce mal-être, quels sont les impacts sur la créativité et la productivité justement des salariés? C'est essentiel dans le secteur du jeu vidéo. Oui, nous on constate sur les dernières années une augmentation très très forte des risques psychosociaux et de ses conséquences, dépression, burn-out, ce genre de choses. Qui effectivement affecte beaucoup les travailleurs et travailleuses, et comme vous dites, niveau créativité, niveau disponibilité, absentéisme, ça a des gros impacts. On peut pas sereinement produire et avoir envie de produire des produits de divertissement quand soi-même on est au fond du trou et qu'on ne sait pas si on aura un emploi dans le mois prochain. Là on parle de la situation en France, c'est pareil dans les autres pays européens et pour les autres géants dans le monde entier? Oui, l'industrie est tellement mondialisée que en fait ça atteint tous les pays en même temps. Et il y a également aussi l'aspect du côté des entreprises, le coût des jeux. Le coût des jeux est de plus en plus élevé. Pourquoi on continue à faire des jeux vidéo de plus en plus longs, donc plus chers et plus sophistiqués? C'est c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler la course à l'armement. Il faut toujours faire plus fort, plus loin. Alors que, comme je disais un peu plus tôt, en fait, sans qu'il y ait de vraies réflexions derrière. On voit des studios qui faisaient des jeux de taille moyenne se mettre à faire des beaucoup plus gros jeux parce qu'ils considèrent que c'est l'ordre naturel des choses. Et du coup, ils se coupent par exemple du marché sur lequel ils étaient pour essayer d'investir un marché qu'ils ne connaissent pas. Ce genre de choses. Ouais.
Et on comprend, on entend le désarroi, en tout cas le vôtre et ceux des salariés du secteur. Dans quel état d'esprit sont-ils? Quelle suite dans les prochains mois? Quel est leur état d'esprit? Comme je disais, c'est un mélange de tristesse et de colère. Alors, là, on sait que oui, tu peux faire la commande peut-être. Faut pas se laisser faire comme ça. Ils Ouais. ont envie de se battre pour garder leur emploi, Mais pour faire mais ça veut dire, nous sommes présents. dans les jeux vidéo qui notoirement payent moins bien que les autres industries. D'accord. Donc tu commandes 5. C'est parce qu'on a envie de faire des jeux, c'est pas juste. Ouais, si c'est possible, oui. Sans sens, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Antoine Dieu-le-Saint, représentant du syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de RFI. Il est 13h16 Merci à vous de m'avoir invité. ici à Paris. Et dans la France à midi, on s'intéresse aujourd'hui à la situation des enfants handicapés qui se trouvent dans ce que l'on appelle des écoles inclusives dans le pays. Ils sont aujourd'hui plus de 436 000, c'est plus de 3 fois qu'il y a 20 ans. Pour autant, le dispositif d'accueil n'est pas à la hauteur. Faute de formation, faute d'accompagnement, les professeurs se disent démunis et en souffrance devant des classes déjà très surchargées. Alors... Ouais. Ah, ils font plus. Bon, laisse. Donc pour l'instant là, il ne peut pas me dire jusqu'à combien. Voilà, c'est pas grave, allez. C'est ça, c'est le pays. Ça met des noirs, de tout qui va là, qui vient là, ils sont plus honteux et tout se dégrade. Ton copain? Tu vois que ça brille? Oui, à Paris, mine de rien. Tu vois que ça brille? Clémence a une passion pour son métier et de l'énergie à revendre, mais aujourd'hui, elles se sont démunies. Ça devient très très compliqué parce qu'en fait, on va se retrouver avec des enfants, par exemple de CM2, qui vont travailler sur, je ne sais pas, la division ou des notions un peu plus complexes. Et à côté de ça, on va avoir des enfants non lecteurs avec lesquels il va falloir apprendre et apprendre l'alphabet, les sons, la phonologie. Donc on va se retrouver avec des doubles, triples, quadruples niveaux sans aucune formation supplémentaire et c'est très compliqué. Sur le papier, un élève en situation de handicap devrait être épaulé par une AESH, une professionnelle qui lui vient en aide, mais il en manque dramatiquement. Sarah est la maman d'Anna, atteinte d'un trouble du spectre autistique. En classe, elle est gênée par le bruit. Parce que c'est fort et en fait j'ai un casque. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? Suivre et comprendre. Sa mère s'est battue pour qu'elle soit accompagnée jusqu'à présent. En l'occurrence, là, elle a plus d'AESH, c'est-à-dire qu'elle est complètement perdue, sans compter qu'en plus, sa maîtresse a fait burn-out, parce qu'évidemment, la situation est très tendue en primaire, donc elle est partie au bout de 3 semaines, donc là, il y a un remplaçant, et le remplaçant était absent aujourd'hui. Donc en fait, c'est la situation est vraiment dramatique. Voilà. Émilie est une jeune femme souriante et douce. Comme toutes les AESH, elle est mal considérée, sous-payée. Elle s'occupe des 12 enfants de la classe Ulysse de cette école primaire. Aujourd'hui, on a des enfants assez compliqués. On est obligé de se concentrer sur eux, plus faire du babysitting et ne pas travailler avec les enfants qui en ont besoin vraiment et qui peuvent avancer. L'équipe pédagogique ne rejette pas le principe de l'école inclusive, mais elle déplore le manque de moyens et de formation pour mettre en œuvre cette noble idée. Un reportage de Laurence Théo qui est avec nous dans RFI Midi. Laurence, votre reportage s'intéresse donc à la scolarisation des enfants en situation de handicap. Le gouvernement, quant à lui, se félicite, il parle d'un bond quantitatif. Alors est-ce qu'on pourrait s'en réjouir? C'est vrai, Stéphane, que les courbes d'effectifs attestent de progrès considérables depuis la loi de 2005 pour l'égalité des droits des personnes handicapées. Vous le disiez tout à l'heure, avec 436 000 enfants scolarisés, c'est plus de 3 fois plus qu'il y a 20 ans. Mais les associations de familles rappellent que des milliers d'enfants handicapés recensés comme scolarisés ne le sont pas à temps plein et que
certains n'ont pas accès du tout à l'éducation. Donc tu n'auras plus de babarobes. Dans votre reportage, Laurence, que selon l'importance de l'handicap des enfants, ils sont orientés dans des instituts médico-éducatifs, les IME, dans le dispositif Ulysse, une classe avec seulement quelques élèves qui ont des besoins spécifiques et qui parfois se mélangent à la classe, sont quand même dans le milieu ordinaire, cette fois-ci avec un accompagnant. Mais en fait, cette question, elle est là, Laurence Théo. Qui décide de ça? Oui, effectivement, c'est une bonne question parce que c'est là que les difficultés commencent. Ce sont les maisons départementales des personnes handicapées, MDPH, qui traitent les demandes, sauf que les délais de traitement des dossiers dépassent les 4 mois réglementaires dans près de la moitié des départements. Quand elles sont rendues, les décisions des MPDH ne sont pas toujours respectées. À titre d'exemple, les listes d'attente pour intégrer les IME, ces instituts spécialisés, s'étalent sur plusieurs années. Quant aux Ulysse, bien que leur nombre est sensiblement augmenté, elles ne suffisent pas à couvrir les besoins. Donc il y a un engorgement. Les enfants qui devraient être dans un IME ou en Ulysse, faute de place, se retrouvent en classe ordinaire et le plus souvent sans accompagnant. Clémence est une des enseignantes qui m'a accueillie dans son école. On l'écoute. On se rend compte que la grande difficulté aujourd'hui, c'est l'orientation et la prise en charge aussi médicale des enfants, puisqu'en fait, c'est des soins qui coûtent cher. Donc, une fois le dossier MDPH mis en place, il y a une allocation qui peut permettre d'accéder à ces soins. Sauf qu'une fois que les soins sont mis en place, les hôpitaux sont débordés, les spécialistes sont débordés. Nous, on n'a plus de médecine scolaire. Les psychologues scolaires ont de plus en plus grands périmètres à gérer, donc ils ne peuvent pas être partout. Et donc, il y a beaucoup d'enfants qui manquent de soins aujourd'hui en France. Et il y a un moment saisissant dans votre reportage, Laurence Théo, ça nous a même fait réagir ici à RFI, c'est quand Margot est obligée de courir après une petite fille qui a des troubles du comportement. Cette petite élève n'a pas sa place dans une classe ordinaire. Vous savez, Stéphane, cette enseignante a dû faire bientôt sa classe. On en est là. L'enseignante n'est pas formée pour ça. Pendant cet épisode, elle n'a pas pu faire cours aux autres élèves. Et puis on touche à un point essentiel, le manque d'AESH, ces professionnels, vous le disiez, qui viennent en aide aux enfants. La petite élève dont on parle n'a pas d'accompagnant. Ce sont pourtant les piliers de l'école inclusive. Les AESH ne bénéficient toujours pas d'aucun statut de la fonction publique et cochent toutes les cases de la précarité. Leur rémunération est très faible. C'est pas ça Paris, tous les jours c'est comme ça. Quand il y a du soleil, c'est pas la fête, c'était comme ça. Handicap, sans formation spécifique, avec la pénurie de ces accompagnants, l'aide mutualisée a pris le pas sur l'aide individuelle. Donc Laurence, si l'on comprend bien, l'école inclusive est un système qui craque partout. Oui, l'idée est louable, mais les moyens et le personnel spécialisé ne sont pas là. Les enseignants le disent, il ne s'agit bien sûr pas de remettre en question l'école inclusive, c'est la manière dont elle se fait à l'économie qui est une catastrophe. Les enseignants, les AESH, les élèves, les parents d'élèves sont en souffrance. Écoutons pour finir le témoignage de Margot. Elle est enseignante en école primaire en Seine-Saint-Denis, département particulièrement sinistré. On est complètement fatigué, complètement désabusé et on parle même dans la salle des professeurs de démission, de changement de métier, parce que notre métier n'a plus de sens. On est vraiment face à des difficultés qu'on ne peut pas gérer et qui ne sont pas de notre ressort, donc on perd un peu la tête. Le gouvernement, Stéphane parlait de quantitatif, aujourd'hui il faut vraiment du qualitatif. Les explications de Laurence Théo en direct de RFI Midi, après votre reportage qu'on a écouté, Laurence Théo en France, l'école inclusive craque face au manque de moyens. Reportage qu'on retrouve naturellement sur notre site RFI.fr, c'est RFI Midi que vous écoutez, il est 13h24 ici à Paris. Et ça devient Votre invité culture, c'est la réalisatrice malgache Nantenaïn Louve. Son dernier film est sorti en salle hier mercredi. Il s'appelle Chez les ébus francophones, film qui retrace la résistance des paysans malgaches face à l'urbanisation et qui raconte la lutte d'un petit village malgache face à la spéculation urbaine. Nantenaïn Louve est l'invité d'Elisabeth Lequeret de RFI Midi. Nantenaïn Louve, bonjour. Bonjour. Le sujet de Chez les élus francophones, c'est un vol de terre. Pas très loin de Antananarive. Comment en avez-vous Tu fais pas dans la voiture? J'ai entendu parler de cette histoire d'accaparement. Tu vas aller jusque là-bas? Les paysans en colère parce que, à l'occasion du sommet de la francophonie en 2016, il y avait un projet de nouvelle route. Et tout d'un coup, avec l'arrivée de cette route-là,
tout a été chamboulé. Et donc cette histoire raconte l'histoire de ce chamboulement d'une vie, d'une communauté qui se retrouve à devoir subir l'envahissement de citadins comme moi, quoi. Il y a beaucoup d'humour et d'ironie dans votre film, mais au fond c'est la plus grande. C'est à l'occasion d'un sommet de la francophonie que des milliers de paysans vont être expulsés de leurs terres. C'est un peu ça l'histoire. Et moi je vois dans cette histoire-là la disparition petit à petit de ces paysans de la capitale. Parce qu'on est censé avoir des titres de propriété, sauf qu'à Madagascar, 90% des terres ne sont pas titrées. Et donc votre film montre bien, dans Nantena Luva, qu'il y a tout un trafic de faux papiers. Effectivement, il y a une confrontation entre un monde citadin administratif et le monde paysan où la parole donnée est importante. Donc, pour le cas de ce village, c'est l'État même qui les a installés là. Et ils ont demandé à ces paysans de transformer le marais en rizière. Et au moment où ils ont réussi à transformer les marais en rizière, il y a eu la route qui passait par là et ça a chamboulé tout l'équilibre de la communauté. Tumkuvav, Tumkula. Tel un crocodile qui rentre dans l'eau sans avoir besoin de remonter sa jupe, je prends la parole. Nantena Luva, pour raconter cette histoire politique, vous faites intervenir beaucoup d'artistes, notamment les comédiens de la compagnie Miangali. Il y a aussi une narratrice, Claudia Tagbo, donc c'est elle qui nous conte l'histoire dans un style, pas n'importe lequel, puisqu'il est inspiré de l'art oratoire malgache, le kabar. Qu'est-ce que c'est le kabar ? Le kabar, c'est de l'art oratoire traditionnel à Madagascar qui est très vivace encore aujourd'hui. On s'est dit qu'on va faire du kabar francophone. Et c'est là où j'ai invité Claudia Tagbo de porter cette fonction-là. Et pour parler de francophonie, Nantena Luva, à la fin de l'histoire, on apprend enfin pourquoi les ébus de Madagascar sont francophones. Les ébus. Vous allez nous dire pourquoi. En fait, c'est un petit clin d'œil. J'ai été surpris que Lee, le personnage principal du film, donne des ordres à ses ébus en français, alors que ces mots-là existent en malgache. Tout simplement, c'est un petit clin d'œil sur notre rapport à la langue française. Le français, c'est que pour donner des ordres. C'est là où je me suis dit, tiens, c'est rigolo cette histoire.